Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième édition des carnets de recherche. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la première, on avait parlé de l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Et puis, pour cette nouvelle émission, on vous propose de parler des relations police-population, donc un sujet brûlant d'actualité. Pour ce faire, nous avons la joie de recevoir Jacques Demaillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, également à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes également directeur du CESDIP, donc c'est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous travaillez sur les questions de police et de sécurité, de sociologie de la police, de gouvernance locale de la sécurité publique, entre autres, sur les relations police-population justement, et sur la réforme de la police de la sécurité du quotidien. Donc bienvenue, et j'en profite aussi, vous venez de publier un livre en 2020 qui est intitulé Policing in France, voilà. Et vous avez également contribué à un rapport Terra Nova, justement sur les relations entre la police et la population, sur lequel on va beaucoup s'appuyer pour cet entretien. Donc j'en profite également pour dire à nos auditeurs que vous pouvez participer à cet échange en postant vos questions en commentaire sur le live. Moi, je les reposerai directement à notre intervenant. Comme ça, on fait quelque chose d'assez participatif. Donc, n'hésitez pas. Pour cette interview, on vous propose de procéder en 3 temps. D'abord, une petite introduction pour rappeler un petit peu l'organisation de la police, essayer de comprendre vraiment de quoi on parle précisément. Ensuite, on fera un état des lieux des relations entre la police et la population avec un petit zoom sur, un gros zoom même, sur la question des violences policières. Donc, je pense que ça devrait intéresser plus d'un. Et puis, enfin, on terminera avec quelques pistes de réforme que vous évoquez, Jacques Demaillard, dans le rapport Terra Nova, justement. Voilà, en guise d'introduction, peut-être un chiffre. Alors, je me suis rendue sur le site de l'IFOP pour essayer de voir s'il y avait des sondages justement sur les rapports entre la police et la population. Et le dernier en date, si on ne compte pas celui qui compare la police et la gendarmerie, il date de début décembre. Et il avait été effectué juste après les manifestations contre l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, donc à prendre en même temps un petit peu avec des pincettes. Et donc, ce sondage disait que 37% des Français seulement avaient confiance en la police et que 58% des Français considéraient que les violences policières étaient une réalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, Jacques Demaillard, de nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on entend concrètement par la police, comment elle s'organise, comment on peut qualifier le système de police français, est-ce qu'on doit parler d'une police ou des polices, quelle est la hiérarchie. En bref, voilà de quoi on parle quand on dit la police. Euh, alors, la police, ça veut dire deux choses différentes que l'anglais rend mieux que le français. La police, c'est une activité. Faire la police. Faire la police, c'est-à-dire protéger les citoyens, les biens et les personnes au moyen potentiel de l'utilisation de la force. Et faire la police, ce n'est pas du tout monopolisé par les seules organisations publiques. Les agents de sécurité privée peuvent faire la police, des organisations communautaires peuvent faire la police. Vous connaissez peut-être le dispositif participation citoyenne ou voisins vigilants. Indirectement, puisqu'ils sont en relation avec les forces de l'ordre, ils peuvent produire la sécurité en utilisant la force. Donc ça, c'est faire la police. Le deuxième sens de police, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est la police comme organisation. C'est-à-dire comme des agents publics spécialisés dans la lutte contre la délinquance et la protection, la production de la tranquillité publique. Et ce qu'il faut souligner, c'est que cette coïncidence entre faire la police et l'organisation, la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale, les polices municipales, cette coïncidence, elle est relativement récente parce que il y a 200 ans, faire la police, c'était quelque chose qui était assuré par des organisations de voisinage, par des organisations communautaires, par des agents de sécurité privée, par les citoyens, mais on n'avait pas d'organisation spécialisée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la police? Donc, le deuxième sens, l'organisation,
c'est des agents employés par l'État qui ont pour mission principale d'assurer la sécurité de leurs concitoyens. Et ce qu'on peut dire de cette organisation en France, c'est qu'elle est plutôt centralisée. C'est-à-dire qu'en France, on a deux grandes organisations principalement. Police nationale, 150 000 agents, gendarmerie nationale, 100 000 agents, 250 000 agents, police municipale, à peu près 23 000 agents, c'est-à-dire que 85% des effectifs de police sont des effectifs qui dépendent du niveau national. Et c'est quelque chose qui est très singulier à l'échelle de la comparaison internationale. Aux États-Unis, vous avez 18 000 polices différentes. Là, c'est l'exemple inverse, hein, la fragmentation la plus forte. En Allemagne, l'essentiel des polices sont des polices régionales. En Angleterre et au Pays de Galles, l'essentiel des polices sont des polices régionales. En France, ce qui est singulier, c'est que notamment les missions de sécurité publique, c'est-à-dire la police du quotidien, commissariat de quartier, la police en tenue, sont des polices qui dépendent d'un chaînage national, ce qui pose toute une série de questions sur voilà, quel est le bon niveau de commandement des polices, en quoi est-ce qu'un niveau national est préférable à un niveau régional ou local. Donc voilà, ce qui fait la singularité de la France, c'est cette dualité policière, une police civile, une police militaire, puisque les gendarmes sont des militaires, qui sont des organisations nationales. Alors je vous... J'étais en muet, voilà, c'est bon. Alors du coup, maintenant peut-être parler des policiers. Finalement, qui sont ces policiers? Quel est leur profil sociologique? Pourquoi ils deviennent policiers? Qu'est-ce qui leur donne envie de devenir policiers? Et puis, comment ils sont recrutés? Alors, donc on va se centrer, en fait on a différentes voies de recrutement puisqu'on a différentes polices, hein. On a à peu près aujourd'hui 6 000 polices municipales, mais ça reste des effectifs qui sont des effectifs à nouveau minimes. Donc le recrutement des policiers municipaux est un recrutement spécifique qu'on va mettre à part. La masse des recrutements, c'est gendarmes d'un côté et gardiens de la paix de l'autre, donc qui sont des fonctionnaires de catégorie B. Et ce sont des concours nationaux. Ce sont des concours nationaux qui reposent sur une note de synthèse, des tests psychotechniques, des épreuves de sport, un entretien avec un jury, etc. Alors, ce que l'on peut dire sur le profil et le fait que ce soit un concours national, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que dans d'autres pays européens, occidentaux, le recrutement ne se fait pas au niveau national. Et ça, c'est une des premières dimensions, c'est qu'en France, il est commun que, spécificité de la fonction publique, un jeune homme ou une jeune femme qui vient de Carcassonne, parce qu'on a beaucoup de gens qui passent et réussissent le concours de gardien de la paix, qui viennent des villes petites et moyennes du sud de la France ou du nord de la France, soit projeté en début de carrière en banlieue parisienne. Pourquoi? C'est parce que vous avez moins de points et en fait, vous allez là où vos collègues plus âgés avec plus de points quittent. Donc en fait, on envoie dans les zones urbaines les plus difficiles des gens qui sont à la fois peu expérimentés et qui n'ont pas nécessairement envie de s'y rendre, puisque ce n'est pas comme ça qu'ils se projettent. C'est souvent une partie de la France qu'ils ne connaissent pas et dans laquelle ils n'ont pas nécessairement envie de se projeter dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc, et la formation dure, elle est censée durer 12 mois. Comme on a eu beaucoup de recrutements récents, elle a été limitée à 8 mois. Deuxième question sur le profil des gens qui réussissent le concours. Alors, j'en profite pour dire que quand on entre dans la police nationale ou la gendarmerie, il n'y a pas un seul concours. Pour la police nationale, vous avez 3 concours différents. Gardien de la paix, l'immense majorité des effectifs. Mais ensuite, vous avez le concours d'officier. Vous rentrez comme lieutenant. Et enfin, ça c'est catégorie A de la fonction publique. Et enfin, vous avez le concours de commissaire, catégorie A+ de la fonction publique, ce qui fait que quand vous êtes commissaire, hein, vous pouvez le passer avec un Master 2, c'est un concours qui est extrêmement concurrentiel, vous avez une trentaine de postes par an, entre 20 et 30,
vous rentrez à un niveau à 25-28 ans, à un niveau de responsabilité absolument phénoménal, ce qui pose toute une série de questions après en termes de gestion des personnels. Dans la gendarmerie, vous avez deux concours, un concours de sous-officier, vous rentrez comme gendarme, et un concours d'officier, soit vous passez après Saint-Cyr, donc militaire, soit vous le passez concours dit universitaire. Tout ça pour souligner le fait que vous avez différentes voies, avec des voies d'accès très élitistes, notamment le concours de commissaire, traditionnellement le concours d'officier façon Saint-Cyr, donc il peut créer des divisions internes fortes. Et ça, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans ces organisations. Des concours nationaux. Maintenant, un mot sur le profil des candidats, donc j'en ai dit un mot. Maintenant, pour devenir gardien de la paix, vous devez avoir le bac. Alors, il y a une voie détournée qui est celle du concours interne si vous avez été adjoint de sécurité. Adjoint de sécurité, c'est un contrat de 5 ans. Et vous pouvez, après avoir été adjoint de sécurité, devenir gardien de la paix par cette voie interne. Mais sinon, vous devez avoir le bac. Donc, le niveau requis a constamment augmenté. Et je souligne le fait que vous avez même des gens avec un master qui deviennent gardiens de la paix. Pourquoi? Parce que les concours de lieutenant et de commissaire sont très durs, parce qu'ils avaient vraiment envie de devenir policiers, ce qui a des effets très ambivalents. On peut se dire, c'est très bien, on a des policiers de plus en plus diplômés, et puis ça pose un problème d'évolution de carrière, puisque vous avez des policiers très diplômés qui sont dirigés par des encadrants peu diplômés, avec des possibilités d'évolution de carrière pas très facile. Mais je reviens sur la question du profil. Donc, vous avez à peu près aujourd'hui dans le corps des gardiens de la paix, à peu près 20%, un peu plus de 20% de femmes, 21% de femmes. Le concours a été ouvert aux femmes au cours des années 70 et la proportion de femmes a constamment augmenté. On était à 15% au milieu des années 2000. Donc des gens plus diplômés, des gens qui viennent des villes moyennes et petites, principalement de province, pas uniquement, bien évidemment. Et enfin, dernier point, pourquoi est-ce qu'on devient policier? Vous avez cette vieille question, est-ce qu'on le devient par vocation ou est-ce qu'on le devient parce qu'on souhaite devenir fonctionnaire à la sécurité de l'emploi? Donc, on a des collègues qui ont travaillé sur ça. Et ce qu'ils nous disent, ces collègues, c'est que les motifs vocationnels sont quand même très importants. Vous avez beaucoup de gens qui le font. Il y a deux raisons, en gros. Soit je fais un métier qui bouge, c'est un peu les motifs aventuriers. Je cours après les délinquants, et ça tombe bien parce que j'ai regardé des séries télévisées qui valorisent cette dimension aventurière du métier, soit vocationnelle au sens, voilà, j'ai envie de servir. J'ai envie de protéger la veuve et l'orphelin. Donc, ces deux dimensions-là sont centrales et elles le sont plus que la sécurité de l'emploi. Alors, tout ça est très positif du coup pour le métier de policier, si ce n'est que ça peut susciter des déceptions. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le métier en vous disant oui, je vais avoir un métier qui bouge, je vais faire des courses-poursuites, je vais arrêter les voleurs et je vais assurer la justice. La réalité du métier de policier au quotidien, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, c'est pas ça, c'est aussi de l'ennui, c'est aussi une hiérarchie pesante, c'est aussi des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc là, il y a un enjeu c'est le cas pour plein de professions, les enseignants aussi, c'est le cas, on y va avec beaucoup d'ambition, beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup d'espoir sur ce qu'on peut faire, et le métier peut être une désillusion. Donc finalement, vous me dites évidemment si je me trompe, le mot qui qualifie bien la police par rapport à ce que vous venez de dire, c'est le mot diversité, c'est-à-dire diversité des profils, diversité des parcours, diversité des motifs d'engagement, même si effectivement le caractère de la vocation et l'envie de servir sont deux choses qui sont assez prégnantes dans leur engagement. Alors peut-être, oui. Alors je vais vous dire que vous ne vous trompez pas, mais j'aimerais souligner
il y a une sorte de dialectique quand on parle de questions de police entre l'unité et la diversité. En même temps, vous avez des dimensions d'unité parce qu'on a des organisations qui sont nationales, centralisées, fortement syndiquées, avec une culture professionnelle forte. Au sein de la maison police, au sein des maisons police, vous avez cette idée-là du nous versus eux qui est fort. C'est-à-dire nous, les policiers, versus la hiérarchie, versus le public, versus les médias. Donc, vous voyez, on a quand même cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier d'unité. Donc, on est traversé par cette dialectique entre la diversité des profils, la diversité des organisations, la diversité des ancrages territoriaux et en même temps des éléments transversaux communs qui forgent une identité commune forte. Alors, on a une petite question sur le live. C'est Michel qui pose la question. Elle dit, si j'ai bien compris, la majorité des effectifs de police des grandes villes de banlieue parisienne sont des jeunes recrutés. Plus qu'ailleurs en France, effectivement. Vous avez beaucoup des effectifs de gardiens de la paix, notamment dans les brigades où personne n'a envie d'aller. Les brigades où personne n'a envie d'aller, c'est ce qu'ils appellent les brigades de roulement, c'est police secours. Et dans ces brigades-là, pourquoi personne n'a envie d'y aller? Parce que c'est là où vous dépendez le plus des demandes qui sont faites de l'extérieur, donc vous contrôlez très peu votre travail et c'est moins prestigieux à l'intérieur. Donc ces unités-là, effectivement, elles ne sont pas peuplées que de jeunes inexpérimentés, mais elles sont peuplées de beaucoup de jeunes inexpérimentés. J'ajoute un deuxième point, c'est que vous avez dans la police une question centrale qui est celle de l'encadrement opérationnel des gardiens de la paix et les gradés qui sont en gros les chefs de brigade. Et ces gradés, ça peut être des brigadiers chefs, des brigadiers majors. Ce que les études montrent, c'est que le taux d'encadrement en banlieue parisienne est beaucoup plus faible qu'ailleurs en province. Pourquoi? Parce qu'en province, vous avez des gens qui ont avancé dans leur carrière, qui ont marqué les points, et qui donc reviennent souvent dans leur région d'origine. Donc là, vous avez un taux d'encadrement très fort. Donc, autrement dit, problème spécifique de la banlieue parisienne, c'est beaucoup de jeunes avec un taux d'encadrement plus faible. Eh bien, merci pour cette précision. Je vous propose de passer au deuxième temps de cet échange, à savoir donc rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'état des relations entre la police et la population. Alors d'abord, une question assez large pour que vous puissiez développer autant que vous le souhaitiez. Quel constat faites-vous sur l'évolution des relations forces de sécurité-population et quels sont selon vous les enjeux qui sont soulevés par l'évolution de ces relations? Alors, sur la question de l'évolution des relations, je commencerai peut-être par faire une remarque liminaire qui est de dire on a beaucoup de mal à le mesurer. Hein. Quand on parle d'évolution, il faut qu'on ait des données qui soient des données stabilisées, qu'on peut suivre sur la durée. Et ça, de fait, on a un peu de mal parce qu'on a peu d'études que nous, on appelle longitudinales, c'est-à-dire qui se font sur le moyen terme. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que, et ce n'est pas spécifique à la France, je le dirai souvent, depuis les années 60 et 70, les polices dans les pays occidentaux ont connu une crise d'autorité. C'est-à-dire que la légitimité des polices s'est vue beaucoup plus remise en cause dans des sociétés qui sont plus éduquées, qui sont plus critiques, où les médias jouent un rôle important, qui sont plus volatiles. Aux États-Unis, c'est où les inégalités sociales sont fortes, où les tensions ethno-raciales sont également importantes. Aux États-Unis, ça a été très tôt. C'est les années 60 où les émeutes raciales vont être fortes et va y avoir une vraie prise de conscience de la part des polices américaines au début des années 70. En France, c'est un peu plus tardif, c'est-à-dire que on date le dérèglement des relations police-population en France des années 70, donc 10 à 15 ans après les États-Unis. Et c'est là où se pose la question du rapport des policiers à la ville dans des sociétés qui sont aussi des sociétés où la petite et moyenne délinquance a pris beaucoup plus d'importance. Hein, la société de la fin des années 70, c'est une société où les vols sont nettement plus importants que 20 ans
avant, pour une raison simple, hein, c'est qu'on est rentré dans une société de consommation où vous avez beaucoup plus de biens à voler. Et ça, c'est indépendant de la question des inégalités sociales. Ou vous êtes dans des sociétés plus urbaines, donc moins contrôlées avec beaucoup plus d'individus et moins contrôlées par les communautés de voisinage installées. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on observe un dérèglement des relations, un déficit de légitimité des polices, alors qu'il ne faut pas grossir, c'est-à-dire que vous avez cité des chiffres en commençant qui sont importants, et donc qui laissent penser qu'on est devant une crise forte. Quand vous avez si peu de gens, 37% des gens qui font confiance à la police, c'est extrêmement bas, hein, dans une démocratie. Alors, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que les événements jouent beaucoup. On a écrit, je pourrais vous envoyer le lien, un état des lieux avec des collègues sur les relations police-population, et on a suivi les enquêtes sur 20 ans. Et vous avez des enquêtes par sondage qui mesurent soit la bonne opinion, soit la confiance, soit la satisfaction. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'on évolue entre 58 et 75% de bonnes opinions, de satisfaction. Donc c'est relativement important, mais pour autant, c'est moins que dans d'autres pays européens. C'est nettement moins que dans les pays scandinaves, mais aussi moins que dans des pays équivalents à la France, c'est-à-dire des pays développés, de grande taille, avec de fortes inégalités, comme l'Angleterre, l'Allemagne. C'est moins bon pour la police nationale que pour la gendarmerie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est aussi moins bon quand on pose des questions spécifiques. Est-ce que les policiers ont été respectueux la dernière fois que vous avez été en interaction avec eux? Est-ce que vous pensez que les policiers traitent les personnes riches de la même façon que les personnes pauvres? Est-ce que vous pensez que les policiers traitent les personnes minoritaires de la même façon que les personnes de la population majoritaire, en gros, hein? Est-ce qu'ils traitent les minorités ethno-raciales de la même façon que les autres? Là, les résultats des enquêtes sont nettement plus négatifs. Nettement plus négatif, et encore une fois nettement plus négatif quand on compare la France à d'autres pays européens. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant on a toute une série d'études grâce à l'enquête sociale européenne sur comment est-ce que la France, d'une certaine façon, se situe par rapport aux autres pays. Et là, de ce point de vue-là, voilà, la part des gens qui considèrent que les policiers ne justifient pas leur action, la part des gens qui considèrent que les policiers sont peu respectueux est nettement plus élevée en France que dans des pays équivalents. Donc c'est pour ça que, bon, moi j'ai tendance à parler de malaise durable dans les relations police-population avec des variations en fonction des contextes. C'est-à-dire que si on avait posé cette question en janvier 2015, après les attentats Charlie Hebdo, la cote de confiance des policiers aurait considérablement augmenté. Mais, et là, on la pose après des épisodes maintien de l'ordre, Gilets jaunes, après Manuel Zecler, enfin l'affaire Manuel Zecler dans le 17e arrondissement. Hein, dont on a, donc, vous voyez, là, le choc des images est absolument dévastateur pour l'image des policiers. Donc, on a un malaise qui est structurel, avec des variations qui peuvent dépendre des événements. Si demain, on a des policiers qui sont attaqués de façon particulièrement spectaculaire, il y aura une logique d'identification de la population. Mais disons-nous une chose, c'est que dans la population générale, et c'est partagé dans de nombreux pays occidentaux, il y a spontanément un niveau d'adhésion fort, de soutien fort pour les policiers. Pourquoi? Parce que les gens partagent. Beaucoup de gens n'ont aucune relation avec les policiers, en fait. Hein. La plupart des gens ont très peu de contact avec les policiers, mais il y a une adhésion à l'idée de police dans une société. Et puis, les fictions, la présentation générale de la police est, dès l'enfance, quelque chose de plutôt positif. Donc, il y a une adhésion à l'idée de police, et on ne sait pas si c'est un soutien à l'idée de police ou un soutien aux policiers que l'on mesure quand on mesure des bonnes opinions sur la police. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des questions beaucoup plus précises sur comment se comportent les policiers, comment on perçoit le comportement des policiers. Et justement, vous parliez du fait que comparativement à d'autres pays, donc les Français ont
une défiance plus grande vis-à-vis de la police. Comment on peut expliquer ce différentiel de confiance? Alors, c'est une question très importante. Pourquoi est-ce qu'on a un écart entre France et pays scandinaves qui est de l'ordre de 20%? Bon. Ben là, on peut arriver à trouver des éléments, c'est-à-dire qu'on est dans des contextes socio-économiques, culturels très différents, où le niveau de confiance vis-à-vis de l'ensemble des institutions est beaucoup plus fort. Là où c'est plus intéressant, c'est de regarder des pays proches des nôtres. Pourquoi est-ce qu'on a plus de confiance même en Italie, en Allemagne, avec des écarts qui sont mesurés systématiquement par plein d'études différentes, où vous avez 10%. Euh, euh, avec des collègues, on avait conduit une étude franco-allemande qui s'appelait POLIS, P-O-L-I-S, qui était qu'est-ce que c'est que faire la police dans des sociétés multiethniques. Et on a fait une enquête auprès de lycéens. Et ces lycéens, on leur demande comment s'est passé le dernier contrôle. Et alors, la part des contrôlés est beaucoup plus forte chez les lycéens français. La part des lycéens qui nous disent « je me suis rebellé » est beaucoup plus forte. La part des lycéens qui nous disent « la police a été violente avec moi » est également beaucoup plus forte. C'est-à-dire que le déroulement des interactions n'est pas le même, le niveau de tension. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écart se fait tant avec la population majoritaire, blanche, qu'avec les minorités ethno-raciales, c'est-à-dire que la population minoritaire en Allemagne est turque, il n'y a pas d'écart majeur avec la population majoritaire. Tandis qu'en France, les écarts entre les jeunes qui déclarent une ascendance maghrébine par rapport à la population majoritaire est très fort. Mais même au sein de la population majoritaire, les tensions avec la police sont beaucoup plus fortes. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on observe des écarts? La première option serait de dire, en fait, les Allemands sont différents des Français. Les Allemands sont plus respectueux des Français que les Français. Les Anglais sont plus respectueux vis-à-vis des institutions que les Français. Et ça, c'est une croyance très ancrée chez les policiers. Mais on n'a pas vraiment d'éléments qui permettent de le mesurer. En revanche, on a des éléments qui nous permettent de mesurer le fait que les policiers allemands, les policiers anglais ne se comportent pas de la même façon. Dans notre étude franco-allemande, ce qu'on montre, c'est que les policiers allemands contrôlent beaucoup moins que les policiers français. Et on rejoint d'autres études. Le policier allemand, il va prendre un peu de temps. Il va se dire, tiens, est-ce que je vais contrôler là? Est-ce que ça m'est utile dans mon travail policier de contrôler? Est-ce que je ne peux pas avoir l'information en demandant à une autre unité de police? Est-ce que je vais contrôler ces gens-là? Je vais le faire en fonction de la nature de l'interaction. Si je vois que ça se passe mal, je vais réaffirmer mon autorité. Là où le policier français, et alors je généralise quand je dis ça, parce que vous parliez de diversité, bien évidemment, il faut le rappeler, nous on a rencontré des brigadiers chefs qui étaient des, entre guillemets, des vieux de la vieille, qui avaient un vrai savoir-faire relationnel. Donc, il ne faut pas caricaturer les policiers français. Mais le réflexe majoritaire était le suivant. Contrôler, ça me procure plein d'avantages dans mon travail policier. Je peux contrôler la criminalité, je peux affirmer mon autorité, je peux collecter de l'information. En revanche, les coûts du contrôle, ce que ça procure aux gens qui sont contrôlés, et encore plus aux gens qui sont surcontrôlés, ce n'est pas quelque chose qui était… en fait, je suis policier, je peux contrôler, j'y ai le droit, parce que je suis un représentant de l'État. Donc, là où vous voyez un raisonnement professionnel qui pèse le pour et le contre, le policier français le faisait beaucoup moins. Donc ça, c'est une dimension centrale. Là où le policier allemand a été formé à la désescalade, c'est gérer les tensions relationnelles, cette dimension relationnelle est beaucoup moins prégnante chez les policiers français. Ça n'a pas été enseigné. C'est très peu présent dans le recrutement des policiers. Et je soulignerai peut-être deux autres points pour finir. Dans une enquête européenne, a été montré que là où les policiers ont le moins confiance
vis-à-vis de la population dans les pays occidentaux développés, c'est en France. C'est-à-dire que dans la culture professionnelle policière, le fait qu'on ne fait pas confiance à une population qui ne nous aime pas est une idée très partagée par les policiers. Alors, elle est partagée partout, hein, ça fait partie de la culture professionnelle des policiers, l'idée de notre autorité est défiée, etc. Mais c'était beaucoup moins prégnant en Allemagne, par exemple. Et cette enquête européenne le souligne. C'est-à-dire cette clôture de la culture professionnelle, qui n'est pas totale, était plus prononcée en France. Dernier point, je vous avais annoncé deux points pour finir. Le dernier point, c'était que après vous avez des cercles vicieux relationnels. C'est-à-dire que le travail policier des policiers français est difficile. Je reviens à l'étude que l'on citait sur cette enquête qu'on avait fait auprès de lycéens. Ben, la part des lycéens français qui disent s'être rebellés contre des contrôles de police est plus forte qu'en Allemagne. Donc, c'est aussi que le niveau de tension est plus fort et vous êtes inscrit dans un cercle vicieux relationnel, c'est-à-dire des policiers qui sentent leur autorité défiée, qui ont besoin de réaffirmer leur autorité en réaffirmant l'utilisation de la contrainte. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un enjeu, on va parler des enjeux de réforme, mais voilà, c'est comment on sort du cercle vicieux, de la spirale dégradation, pour aller vers des relations beaucoup plus apaisées et vertueuses. Alors, je profite pour dire que nous mettrons en commentaire les liens des références que vous citez juste après notre échange. Donc, nos auditeurs pourront les retrouver et s'y référer en même temps que nous. Du coup, là, vous m'offrez une transition parfaite. Vous parlez justement de cercle vicieux, finalement de cercle vicieux de la violence d'une certaine manière. On entend beaucoup parler des violences policières, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie, violence policière? Est-ce que vous pouvez nous le définir? Est-ce que c'est un phénomène qu'on pourrait qualifier de structurel? Pourquoi? Déjà ça, et puis ensuite on approfondira. Alors, violence, on peut le définir assez simplement comme l'utilisation illégitime de la force. Les policiers ont un pouvoir dans une démocratie, enfin ont un pouvoir, c'est qu'on leur délègue, le reste de la société leur délègue l'utilisation de la force, de contrôler, d'arrêter, voire même de tirer sur leurs concitoyens. Et cette utilisation de la force doit se faire de façon légitime, justifiée par les circonstances et proportionnée. Les violences policières, c'est quand cette utilisation de la force physique ou symbolique, verbale, est illégitime ou disproportionnée. Alors, la question, c'est comment on le mesure? Et vous avez noté que dans le débat récent sur l'affaire Manuel Zecler, mais enfin l'affaire Manuel Zecler a fait suite à 6 mois plus tôt des policiers qui qualifient, enfin on parlera peut-être du racisme policier tout à l'heure, mais qui qualifient un maghrébin de bico, un bico ça ne sait pas nager, ça fait suite à janvier 2020, ce livreur Cédric Chouviat qui est arrêté, puis immobilisé et qui meurt au cours de cette immobilisation et où l'affaire est encore en cours, mais la version initiale des policiers n'est pas conforme et se pose la question à nouveau de l'utilisation excessive de la force. Bon. Chaque fois, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une erreur individuelle ou est-ce que c'est un phénomène structurel? Donc la question que vous posez, c'est-à-dire l'affaire Manuel Zecler, où là, la force de l'évidence est telle que le ministre de l'Intérieur a réagi directement, le préfet de police a réagi directement, les syndicats ont beaucoup moins soutenu leurs collègues que d'habitude. Enfin, donc, est-ce que c'est la déviance de 3 individus qui entrent dans un domicile, dans une propriété privée sans en avoir le droit, qui battent un individu sans que ce soit légitime ni proportionné,
ou est-ce que c'est le révélateur d'une violence plus structurelle au sein de l'institution policière? Alors, la réponse, elle est bien évidemment entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter ça à une question individuelle, et on ne peut pas considérer que toutes les interpellations policières sont violentes. La plupart des interactions entre les policiers et les citoyens se passent de façon exempte de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Alors, pourquoi c'est entre les deux et comment le mesurer? On a des enquêtes qui ont qui ont porté sur l'utilisation de la force lors du dernier contrôle. Il y a une enquête du défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui peut d'ailleurs conduire des enquêtes sur la déontologie policière, mais qui a aussi été à l'origine d'un sondage en population générale, près de plus de 5000 personnes en 2017. Et ces 5000 personnes, enfin plus de 5000 personnes, on leur posait la question de qu'est-ce qui s'est passé lors de votre dernier contrôle? Est-ce que vous avez été insulté? Est-ce que vous avez été brutalisé? Est-ce que vous avez été tutoyé? Et en fait, qu'est-ce que nous montre cette enquête que j'ai regardée récemment? C'est que vous avez 7% des personnes, entre 7 et 8%, qui disent avoir été brutalisées et insultées. Donc c'est quand même considérable. 1 sur 12 ou 1 sur 13. Alors après, ça ne veut pas dire que les policiers, c'est rapporté, donc c'est indirect, et on n'est pas dans l'interaction. Mais en tous les cas, brutaliser ou insulter, c'est un relâchement des normes professionnelles. Et 16% d'entre eux disent avoir été tutoyés, ce que le code de déontologie de la police proscrit. Si maintenant vous êtes un homme et vous êtes d'apparence maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, là, tout ça, ça monte à 30%. Donc, voilà. Sur ces éléments-là, on voit qu'il y a un enjeu structurel que je qualifierais de petite violence. Et ça, je pense que c'est un enjeu très fort pour la police française, c'est la qualité de la relation, des interactions que vous pouvez avoir au quotidien avec votre clientèle, en quelque sorte, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous êtes fréquemment en interaction, ceux que vous contrôlez de façon répétée. Et là, il y a un enjeu. Quand vous arrivez à 30% de gens d'apparence maghrébine qui disent avoir été insultés lors du dernier contrôle, vous êtes à un niveau qui est extrêmement important. En revanche, les violences les plus élevées, alors on a vu des épisodes gilets jaunes, hein, là on a eu incontestablement, des collègues là, récemment ont écrit un ouvrage, notamment Fabien Jobard qui travaille dans mon centre de recherche, qui s'appelle Politique du désordre, et qui montre bien le durcissement. Hein. Il parle de brutalisation du maintien de l'ordre, et les épisodes gilets jaunes l'ont montré. Hein. Quand vous avez 20 personnes éborgnées sur des tirs de lanceurs de balles de défense, ça, c'est incontestablement une augmentation récente des violences qui est voilà, des violences graves. En revanche, le nombre de morts par des tirs policiers est quelque chose qui reste relativement bas en France, et notamment si on le compare par rapport aux États-Unis. Hein, on l'avait très difficile à comparer parce qu'on n'a pas d'outils de mesure parfaitement similaires, mais enfin, ça va de 1 à 15. Hein. Donc, voilà, je dirais que l'enjeu, il est beaucoup quand même autour de ces petites violences qui renvoient à la question de la gestion relationnelle des interactions quotidiennes par les policiers. Et justement, vous parlez des États-Unis. Alors, on entend souvent des comparaisons entre la police française et la police américaine. Est-ce que cette comparaison, elle est vraiment pertinente? Alors, vous avez donné quand même déjà quelques pistes de réponse, notamment sur l'organisation même de la police, qui est totalement différente en France et aux États-Unis. Mais sur cette question-là, oui, de la comparaison, notamment autour de la question du racisme, est-ce que c'est pertinent de les comparer?
On gagne toujours à comparer. Mais comparer, ce n'est pas assimiler. Comparer, c'est mettre en regard deux situations différentes pour raisonner sur les similitudes et les différences. Et donc, comparer, c'est intéressant pour faire apparaître, par effet de miroir, la singularité de la situation française. Donc, moi, je pense qu'on gagne toujours à comparer, à condition de comparer, c'est-à-dire de réfléchir sur les similitudes et les différences, les convergences et les divergences. Si on compare avec la situation américaine, c'est très intéressant parce que oui, on voit bien que le nombre de morts est beaucoup plus faible, le nombre de policiers décédés en service et en mission est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, parce qu'on est dans une société où on a beaucoup moins d'armes qui circulent. Vous avez 300 millions d'armes qui circulent aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France. Et donc, voilà, ça permet à un moment donné de remettre le niveau de violence à sa juste mesure. C'est-à-dire que les émeutes de Los Angeles en 92, après le procès Rodney King, où des policiers avaient été innocentés par un tribunal de la banlieue de Los Angeles. C'est des dizaines de morts en 4 jours. Là où, voilà, sur les différents épisodes Gilets jaunes, on est entre 3-4 morts et encore avec des causes indirectes, où les émeutes en France de 2005, c'est un mort. Donc, vous voyez, voilà. En revanche, ce qui est bien évidemment, le racisme n'est pas le même. Le racisme policier américain n'est pas le même. Quand vous avez une population afro-américaine, enfin, voilà, l'histoire de l'esclavage, ce n'est pas l'histoire de la colonisation. La population afro-américaine est aux États-Unis depuis plusieurs siècles. Enfin, donc, la façon dont se cristallise, elle est très importante dans la population américaine. C'est entre 12 et 17%. Donc, les minorités sont une part centrale de la population américaine. Donc, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes de ce point de vue-là, mais la question du racisme policier et des façons voilà, comment est-ce que le travail policier peut produire du racisme, comment est-ce que les policiers peuvent devenir racistes. Ça, c'est une question qui est commune à tous les pays occidentaux. Comment est-ce qu'on lutte contre les biais discriminatoires des policiers? Comment est-ce qu'on forme mieux les policiers? Comment est-ce qu'on ouvre la police à la société civile? Ça, c'est des questions qui sont partagées. Et de ce point de vue-là, regarder vers les États-Unis, c'est regarder vers ce qu'il y a de pire, d'une certaine façon. Voilà, vous avez 1000 morts par an par des tirs policiers. Mais c'est aussi regarder vers ce qu'il y a de plus innovant. Certaines polices américaines sont beaucoup plus innovantes que les polices françaises, dans les formations, à la désescalade qu'elles ont mis en place, au renforcement de la légitimité. Donc, autrement dit, voilà, on gagne toujours à s'ouvrir, et surtout, en s'ouvrant, on évite de s'auto-référencer, de considérer que nous, la police française, on est la meilleure du monde, que nous, on est la police républicaine et qu'on n'a pas à apprendre des autres. Non, les autres polices on peut tirer des leçons de la police belge, de la police anglaise, de la police allemande et aussi des polices américaines. Et je voulais revenir aussi sur ce que vous évoquiez par rapport aux Gilets jaunes. Donc, vous avez parlé du livre Politique du désordre, donc, qui montrait qu'il y avait une forme de brutalisation du maintien de l'ordre. Et donc, du coup, ma question portait là-dessus. Donc, on observe une montée de la violence des forces de l'ordre, du coup, à l'égard des manifestants, mais réciproquement, est-ce qu'on observe une montée des violences des manifestants à l'égard des forces de l'ordre de la même manière que vous disiez tout à l'heure que les jeunes sont de plus en plus résistants aux forces de l'ordre? Mmh. Alors, comme toujours, les évolutions, elles sont difficiles à mesurer. Ce qu'on peut dire sur le maintien de l'ordre, c'est que ce qu'on observe dans la longue durée, c'est une pacification du maintien de l'ordre. Le nombre de morts dans des opérations de maintien de l'ordre, il est historiquement considérablement baissé. Vous avez des morts au début du XXe siècle et
Aujourd'hui, c'est rare et on le voit bien, l'affaire Malik Oussekine a marqué les mémoires en 86 parce que des morts en opération de maintien de l'ordre, ça reste rare. Pourquoi est-ce que la mort de Rémi Fraisse à Sivins en 2014 a marqué les mémoires? Parce que ça reste rare. Donc voilà, il y a une tendance quand même à la pacification avec un durcissement depuis 2016. Alors, est-ce que les manifestants sont plus violents? Les manifestants ont modifié leur répertoire d'action. Plutôt que de violence accrue, moi je parlerais de dérèglement. C'est-à-dire que là où vous aviez des services d'ordre, des syndicats qui avaient quand même des relations relativement rodées avec les autorités, avec les Gilets jaunes, vous ne l'avez pas du tout. Vous avez un désordre complètement organisé. Et donc, en fait, à ce désordre organisé, enfin, à ce désordre, à ces gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, avec des images particulièrement symboliquement frappantes, hein, Champs-Élysées, début décembre 2018, hein, c'est des images choquantes. La réponse a été taper fort. Donc, oui, les Gilets jaunes ont posé de nouveaux enjeux aux forces de l'ordre. Oui, il y a eu un déferlement de violence de la part des Gilets jaunes. Est-ce que ça veut dire pour autant que la réponse policière a été adaptée? La réponse est non. C'est-à-dire que la réponse policière a reposé excessivement sur l'usage de la force, sur des unités peu préparées à faire du maintien de l'ordre, comme les brigades anticriminalité. Voilà, donc dans ce dérèglement-là, il y a un enjeu central pour une institution comme la police, c'est comment est-ce qu'on met en place une stratégie qui n'est pas une stratégie de court terme. À court terme, il faut gérer l'événement. Mais il faut avoir des stratégies de moyen terme où on parvient à désescalader les tensions. On parvient à mieux communiquer pour éviter les débordements. On parvient à mieux cibler les interventions pour éviter d'avoir un effet de coalition de la foule contre les policiers. Et donc, voilà, tout ça, ça pose des questions de stratégie de maintien de l'ordre et d'utilisation raisonnée, proportionnée de la force. Avant peut-être de passer à la troisième partie justement sur la question des réformes, comment, après toutes ces manifestations, après tous ces bouleversements, comment on peut décrire aujourd'hui l'état moral des policiers? Parce qu'on entend souvent que les policiers sont extrêmement fatigués et qu'on pourrait plus ou moins justifier certains débordements par justement une fatigue excessive. Voilà. Ouais. Oui, l'état moral des policiers et des gendarmes est quand même pas très bon. Il n'est pas très bon parce que le contexte est quand même à beaucoup d'égards, enfin bon, beaucoup d'égards difficiles. Vous avez des policiers qui ont été quand même attaqués par des terroristes, tués en dehors de leur lieu de travail. Vous avez donc le contexte des attentats terroristes dont les policiers ont été eux-mêmes les victimes joue. Vous avez eu des épisodes successifs de mobilisation depuis 2016 et la loi travail. Donc tout ça, c'est une charge de travail supplémentaire. Mobilisation, terrorisme. En plus de ça, policier, c'est un travail où un policier me disait, bon, on n'est pas invité au mariage, vous voyez la face sombre de la société. Vous rentrez en disant, je vais être le protecteur des citoyens, et puis vous avez des gens qui mettent en cause votre autorité. Vous avez une hiérarchie qui ne vous suit pas toujours. Vous avez des ordres qui peuvent être contradictoires. Le lundi, il faut protéger les transports. Le mardi, il faut protéger les lycées. Enfin bon. Bref, policier est un travail difficile. C'est un travail, et le nombre de policiers suicidés, hein, on dit que c'est à peu près
30% par rapport au reste de la population, toutes choses égales par ailleurs, en témoignent. Alors à partir de là, ça pose quand même deux questions. La première question, c'est comment on le prend en charge en tant qu'organisation. Et là, ça pose toute une série d'enjeux, ça soulève toute une série d'enjeux autour de la souffrance au travail, des risques psychosociaux, des capacités de l'institution à prendre en charge les agents qui sont en situation de difficulté. Ça, je dirais que c'est la main gauche. Puis la main droite, c'est aussi ça ne peut pas le justifier. Donc, comment est-ce que l'institution rappelle ses règles déontologiques? On a vu, vous savez, les policiers doivent porter un numéro d'immatriculation, ça s'appelle un numéro RIO, pour pouvoir les identifier individuellement. Et on a pu voir le nombre de policiers qui ne le portaient pas ou le cachaient. Ils sont en infraction avec les règles internes. Donc, voilà, c'est comment est-ce que la discipline, l'institution contrôle ses agents. Et de ce point de vue-là, il y a un enjeu central de contrôle opérationnel des agents pour rappeler la déontologie. Et ce rappel de la déontologie se fait entre ces deux aspects. Accompagner les agents, les responsabiliser, les valoriser, ce que l'institution ne sait pas toujours faire, et savoir leur rappeler les règles et les sanctionner. Alors, on a soulevé un certain nombre de problèmes. Maintenant, peut-être parler des solutions qui pourraient être envisageables. On a une question sur le live, justement, de Alban, qui demande est-ce que la reconstruction des relations police-population est possible et comment? Et justement, vous proposez un certain nombre d'éléments dans le rapport que vous avez coécrit donc, pour Terra Nova. Je donne la référence. Donc, le rapport s'appelle Police et population pour des relations de confiance. Donc, il est disponible depuis 2016 sur le site de Terra Nova. Donc, on mettra à nos auditeurs de toute manière le lien pour qu'ils puissent être redirigés directement. Et vous proposez 6 pistes de réforme. Donc, je vous propose de les balayer ensemble et elles feront référence à des éléments que vous avez déjà avancés justement dans le débat, notamment sur la question des recrutements, de la formation, éventuellement de la décentralisation, choses comme ça. La première piste de réforme, c'est promouvoir une police du contact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Quels problèmes ça pourrait résoudre? Et quelle est l'utilité de promouvoir une police du contact? Alors, c'est vrai que le terme de contact, il est ambivalent parce qu'en fait, les policiers qui ont violenté Emmanuel Zecler, ils ont fait du contact. Donc, ce qu'on entend par contact, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qu'on entend par contact, c'est une police accessible, une police visible et accessible. Qu'est-ce que c'est qu'une police accessible? C'est une police à laquelle on peut parler. On s'inspire de ce point de vue-là de nombreuses réformes qu'on a pu appeler police de voisinage, community policing, police communautaire en fonction des pays. C'est-à-dire des policiers qui connaissent le territoire dans lequel ils agissent, souvent qu'ils y sont fidélisés, qui sont susceptibles d'entretenir une relation apaisée. Attention, ils peuvent faire usage de la répression, hein, ce n'est pas uniquement des missions préventives, mais ils combinent dissuasion, répression, prévention. Et donc, le contact, c'est des policiers qui sont accessibles, c'est-à-dire où la population peut leur donner de l'information. Ce sur quoi on voulait insister, c'est aussi que un policier identifié, reconnu, c'est un policier qui est capable d'avoir de l'information. Et avoir de l'information, c'est essentiel pour diriger les patrouilles, pour conduire des enquêtes, pour interpeller des gens, pour rassurer, parfois pour défaire des rumeurs. Police du contact, on a insisté aussi sur la dimension relationnelle du travail policier. C'est savoir justifier ce qu'on fait. Ce que montrent beaucoup d'études, c'est que les gens qui voient un contrôle justifié sont des gens qui ont plus confiance en la police. C'est des policiers qui savent interagir, qui savent faire descendre, qui savent maintenir leur autorité tout en dialoguant. Donc, écouter,
respecter, échanger. Et donc, on ne policiers ne sont pas des travailleurs sociaux. Voilà, il y a une spécificité du travail policier, d'utiliser potentiellement la force, mais il y a de multiples composantes du travail policier et la dimension relationnelle est centrale, d'où le terme de contact. Et c'est vrai que ce que vous dites, du coup, me fait beaucoup penser donc à l'idée d'une police de proximité qui pourrait être incarnée, par exemple, par la police municipale. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous... Enfin, je retourne, du coup, dans le débat, ensuite on reviendra aux réformes, hein, mais du coup, ça m'évoque cette question. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on veuille armer la police municipale plus lourdement, en tout cas? Effectivement, on a observé, donc c'est le maire hein, qui choisit d'armer ou pas la police municipale, avec un processus ensuite de validation par les représentants de l'État. Et on a observé effectivement ces dernières années une augmentation de la part des policiers municipaux dotés d'armes à feu. Hein, c'est passé en gros de 40 à 60%. Bon. On a observé aussi ces dernières années beaucoup plus d'équipements défensifs, port du gilet pare-balles, de la part des polices municipales. On a observé aussi de la part des polices municipales souvent le recours à des unités qui miment, qui ressemblent aux unités de police nationale avec une dimension de flagrant délit, d'interpellation plus forte et de lutte contre la criminalité plus affichée. Donc ça pose la question de est-ce que les polices municipales sont des alternatives à la police nationale ou est-ce qu'elles sont en fait des petites polices nationales? Et en fait, on se rend compte que tout ça varie énormément d'une ville à l'autre et qu'on a un certain nombre de villes dans lesquelles on a pu enquêter. Bon, enfin, moi, j'ai fait récemment des enquêtes dans les Yvelines, ou à Saint-Germain-en-Laye, à Versailles ou à Trappes. Vous avez des polices municipales qui préservent une dimension au travers de certaines brigades, de la relation de certaines unités, de la relation apaisée police-population, d'une proximité dans les quartiers plus affirmée. Mais rappelons-le, les polices municipales, ça reste des effectifs mineurs rapportés à la police et gendarmerie nationale, et ça pose la question de comment est-ce que la police nationale, puisque cette question de la relation se pose d'abord pour la police nationale, est capable de se réformer en interne pour mettre en place des unités plus axées sur la dimension relationnelle. Dans la continuité du coup des réformes que vous proposez, la troisième, c'est justement sur le recrutement et la formation des policiers. C'est quelque chose qui effectivement est au cœur de nombreux débats autour de la question notamment des violences policières. On dit souvent oui mais les policiers sont mal formés pour utiliser telle arme ou telle arme et ça pourrait expliquer effectivement les violences. Donc ce que vous proposez, c'est diversifier et régionaliser le recrutement des gardiens de la paix, donner de nouvelles orientations à la formation initiale. Donc ça, vous allez un peu nous expliquer ce que ça signifie. Favoriser une formation continue en lien avec les problématiques de terrain. Donc finalement, ancrer un petit peu plus la police dans le territoire. Et à nouveau, on retrouve tout à fait le territoire et la dimension relationnelle. Régionalisation du recrutement, c'est vrai que notre objectif, c'était de lutter contre cet effet pervers des policiers qui vont en région parisienne à contre-cœur. Vous savez, un certain nombre de ces policiers, ils vivent à 4 dans un appartement, ils font leur roulement et puis ils repartent en province. Donc ça, c'est un rapport extrêmement dégradé par rapport au territoire dans lequel ils travaillent. Or, le travail policier, c'est un travail qui doit être dans la ville, pas sur la ville, pas à côté de la ville. Donc, oui, nous, on proposait de régionaliser le recrutement, comme on le fait pour les professeurs des écoles. Hein. Si vous passez le concours dans l'Académie de Créteil, ben, vous avez beau être aquitain, hein, ben, vous allez rester dans l'Académie de Créteil. Hein. Vous avez signé pour y rester un certain nombre d'années. Donc, que ce soit clair, ce qui posera un enjeu, c'est rendre attractif le concours pour les franciliens, puisque là, il y aura un enjeu. Modifier le recrutement, c'est changer les épreuves.
axer beaucoup plus les épreuves sur des jeux de rôle, sur des mises en situation, où la dimension relationnelle est plus mise en avant. Un entretien avec le jury, c'est très bien, 25 minutes, mais c'est court. En plus de ça, on peut imaginer que le jury soit d'abord soucieux, ce que certaines études ont montré, de est-ce que ce sera un bon collègue, plutôt que est-ce que ce sera un bon policier, est-ce qu'il sera capable… Enfin, un bon policier, c'est pas qu'un bon collègue, il est plus que ça. Donc le recrutement, diversifier les épreuves pour que la dimension relationnelle soit plus et mieux prise en compte. La formation initiale, elle est courte en France. Alors, bien évidemment, il faut être conscient que ça ne change pas comme ça d'un claquement de doigts, tout ça est très coûteux. Mais ce que l'on proposait, c'est d'avoir des… La formation, elle est très technico-juridique, en gros. Technico-juridique, c'est on vous apprend le droit et on vous apprend les gestes et techniques professionnelles d'intervention, comment intervenir en vous protégeant. Nous, on insistait sur à nouveau une formation, c'est des mises en situation sur des contrôles d'identité, c'est mobiliser des agents qui ont des savoir-faire en termes de police de proximité, qui sont capables de leur dire ben non, là, c'est peut-être pas le moment de contrôler. Si tu contrôles de telle manière, et là, tu peux justifier ton action, là, tu peux pas la justifier, puis là, ça dérape, et comment tu fais pour éviter que ça dérape encore plus. Donc, et ça, en formation initiale, c'est absolument central. Après, il peut y avoir de meilleures relations. En Angleterre, vous avez, aux États-Unis, ils sont formés aussi à l'université, et pas uniquement avec des formations juridiques, avec des formations de sciences sociales, parce que c'est un métier de la relation. À nouveau, le métier de policier, le droit n'y suffit pas. Le management, la sociologie, la psychologie sont des disciplines absolument centrales. Formation continue également, parce que ce que l'on voit au travers des récents événements, c'est comment est-ce que vous avez une culture professionnelle défiante vis-à-vis de la population, violente, sceptique. Quand vous êtes policier, à nouveau, votre quotidien, il n'est pas facile. Donc, vous pouvez nourrir une forme de cynisme, de scepticisme et de défiance vis-à-vis de la population qui ne vous comprend pas. Et donc, il y a un cercle vicieux. Et puis, vous arrivez le lundi au commissariat et on vous dit, vous avez un tel collègue, et comme c'est une organisation nationale, ça a beau se passer à Lyon, vous le savez à Paris, tel collègue a été attaqué samedi soir. Donc, vous nourrissez un peu cette défiance. Et la formation continue, de ce point de vue-là, elle est centrale, parce qu'elle est là pour casser un peu ce cercle vicieux et rappeler un certain nombre de règles, et à nouveau sur la mise en situation, comment éviter de devenir violent parce qu'on est sceptique et civique. Donc la formation continue, qui est un point faible énorme de la police, hein, qui est reconnu comme tel, mais reconnu comme tel, pour autant, le déficit demeure. Donc, c'est un enjeu central de mettre en place des formations continues souples, permettant à des agents de rompre le cercle vicieux de la fermeture par rapport à l'extérieur, et des savoir-faire relationnels centrales dans le métier. On a une question sur le live, justement, sur la question de la formation des policiers, au sujet du livre du journaliste Valentin Gendreau, Flic. Donc Mathilde nous demande ce que vous avez pensé de ce qui est dit dedans. C'est un récit qui fait froid dans le dos, hein. On voit comment est-ce que des gens très peu formés sont dotés de responsabilités importantes, comment des policiers au quotidien bafouent le droit qu'ils sont censés servir. Alors si je reste sur la question de la formation, je nuance tout de suite en disant que bon, donc c'est un livre intéressant de ce point de vue-là. Bon, il retrouve en fait, à partir d'un témoignage bien écrit, ce que beaucoup de travaux de sciences sociales avaient mis en évidence. Donc c'est un très beau témoignage. Il ne faut pas tourner les yeux vers ce témoignage. C'est un adjoint de sécurité, donc il a une formation très courte de moins de 6 mois. Ce n'est pas nécessairement la formation dont bénéficie un gardien de la paix, qui est quand même un peu plus longue et un peu plus solide. Insuffisante, mais plus longue et plus solide. Alors ensuite, dans les réformes, dans les pistes de réforme, vous parlez de la question de l'évaluation.
Donc, vous expliquez qu'il faudrait ajuster les modes d'organisation, de pilotage et d'évaluation, décentraliser et territorialiser le pilotage des services, élargir la palette des indicateurs d'évaluation et de pilotage de l'action policière. Alors là, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus technique au niveau du vocabulaire, j'entends. Donc peut-être expliquer ce qu'est le pilotage de l'action policière, qu'est-ce qu'un indicateur, simplement pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Et puis du coup, nous expliciter un petit peu votre proposition. Alors, quand on parle de pilotage et d'évaluation, le pilotage, c'est comment on assigne des objectifs. L'évaluation, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces objectifs ont été réalisés. Et ça, c'est quelque chose de très difficile dans la police, parce que quand on pilote en assignant des objectifs chiffrés, par exemple, on demande aux policiers d'augmenter le nombre d'interpellations pour faire monter le taux d'élucidation. Les policiers peuvent avoir toute une série de façons de ruser pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. C'est-à-dire que voilà, vous dites, bon, mettez le paquet sur la lutte contre la drogue. Bon, et ce que vont faire les policiers, c'est que ils pourront, puisque traditionnellement le simple consommateur de hashish pouvait être interpellé. C'était une infraction à la législation contre les stupéfiants. Se focaliser sur le petit chiteux qui leur permettait d'améliorer leurs chiffres. Donc, à partir de là, qu'est-ce que nous on dit? C'est que se centrer sur uniquement ces données-là, les données internes de l'institution, le taux d'élucidation, l'évolution de la délinquance, c'est très limité. C'est utile, mais c'est très limité. C'est très limité parce que c'est trompeur. Même l'évolution de la délinquance, est-ce qu'elle dépend d'abord et avant tout des forces de l'ordre? Pas du tout évident. Pourquoi est-ce que les cambriolages vont augmenter dans telle ville? Est-ce que c'est parce que les forces de l'ordre font mal leur travail? Non. Les policiers ne sont pas responsables de l'évolution de la délinquance. Et donc, nous, ce qu'on défendait, c'est que ces indicateurs-là sont importants parce que c'est des indicateurs de pilotage, donc tous ces agrégats chiffrés de la délinquance, mais qu'il faut d'autres indicateurs, des indicateurs qui prennent mieux en compte la qualité du travail policier, la confiance et la satisfaction. Comme c'est le cas par exemple en Angleterre, traditionnellement, confiance et satisfaction sont mesurées par les forces de police. Et donc on proposait de diversifier les indicateurs. Ça, c'est au niveau organisationnel, au niveau collectif. Au niveau individuel, ce qu'on proposait, c'est d'avoir de meilleures évaluations de la qualité du travail des agents. C'est-à-dire que d'avoir des policiers qui savent résoudre les problèmes de sécurité, qui savent interagir, que ce soit pris en compte, mesuré, suivi par l'encadrement opérationnel. Donc voilà, de ce point de vue-là, pilotage et évaluation, ce qu'on soulignait, c'était ce qui est très difficile à faire, hein, on est conscient de la difficulté, mais et ça suppose une décentralisation, parce que le qualitatif, on le mesure beaucoup mieux quand on est proche des agents. Et peut-être sur le dernier point sur l'évaluation, c'est que la police a un défaut majeur, c'est de s'auto-évaluer. S'auto-évaluer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc là où on a des polices innovantes, en Angleterre, aux États-Unis, c'est des polices qui nouent des partenariats à l'extérieur avec des sociétés de consultants et avec des universitaires, notamment, pour savoir ce qui marche pas et ce qui est prometteur. Donc s'évaluer, c'est aussi s'ouvrir sur l'extérieur. Ensuite, vous proposez dans un cinquième temps, alors c'est toujours très, très en lien avec, toutes vos propositions sont assez liées les unes aux autres sur l'idée justement de territorialisation de la police. Donc vous souhaitez resserrer les liens avec les partenaires territoriaux, vous parlez du maire surtout, travailler sur la diversité des partenaires, donc là vous venez aussi de l'évoquer sur la question de l'évaluation, et partir d'une approche centrée sur la résolution des problèmes. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que la réforme de la police de sécurité du quotidien là, entamée à partir de 2017-2018 a plutôt bien pris en compte.
Ils ont mis en place alors c'est très variable d'une ville à l'autre et on retrouve la diversité que vous évoquiez, mais ils ont mis en place des dispositifs partenariaux que la police en province a plutôt bien investi, qui s'appellent des groupes de partenariat opérationnel. Moi, ce qui me semble central de ce point de vue-là, c'est de souligner 2 points. Le premier, c'est effectivement la résolution de problèmes. Qu'est-ce que c'est que la résolution de problèmes? C'est quand vous avez des incidents qui se répètent. La police intervient toujours à tel numéro de telle rue dans telle ville. Et ça, c'est très consommateur d'effectifs. La résolution de problèmes, c'est quand vous prenez la distance et vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on envoie toujours des patrouilles là-bas? Pourquoi est-ce qu'on envoie toujours des véhicules là-bas? Et vous réfléchissez, vous faites une analyse criminelle, vous échangez avec les partenaires sur quel est l'état du problème et comment on peut le résoudre. Et le résoudre, ce n'est pas uniquement le résoudre avec des moyens policiers, ça peut être aussi le résoudre en faisant intervenir des services sociaux, en sécurisant les lieux avec des dispositifs technologiques, etc. Donc, la résolution de problèmes, c'est ça. C'est mieux analyser les problèmes, être moins réactif et savoir s'associer à des partenaires. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est le rôle central de la population. C'est-à-dire qu'avoir des relations avec les partenaires, c'est bien. C'est central. Les villes, les bailleurs, là, les organismes HLM, les services sociaux, les écoles, tout ça, c'est important parce que ça permet aussi à la police d'être moins autoréférencée. Mais il faut arriver à trouver aussi des moyens de mobiliser la population, de se mettre à l'épreuve, hein, même si c'est difficile pour les policiers parce que la police est une institution très peu comprise. Les gens, que fait la police? Les gens ont souvent une vision trompée de ce que peut faire la police et donc de se mettre à l'épreuve de ce regard, c'est absolument central. Et justement, c'est l'objet du coup de votre dernière proposition de réforme, donc sur la relation entre la police et les citoyens. Vous expliquez qu'il faudrait davantage, il faudrait favoriser la lisibilité de l'institution auprès du public, parce que comme vous dites, effectivement, finalement, la police est assez méconnue. En tout cas, ses tâches sont assez méconnues. Et puis, favoriser, ça c'est intéressant, les rencontres directes entre la police et la population. C'est aussi en lien avec ce que vous disiez sur l'aspect relationnel de la profession qu'il faudrait davantage mettre en avant. Et ce qui est assez, ça c'est un commentaire personnel hein, qui n'appelle pas forcément d'approbation, voilà. Mais ce qui est assez étrange, c'est que finalement cette dernière piste de réforme, elle serait assez facile à mettre en œuvre. Il suffirait de faire un petit peu de publicité ou de passer par des canaux publics de publicité pour effectivement informer les gens sur ce que fait la police et sur la réalité du travail policier, ce qui, à mon sens en tout cas, n'est pas assez fait. Voilà pour la remarque finale. Alors, c'est vrai, mais avec un point de nuance, c'est qu'ils ne le font pas assez. Moi, je vais parfois sur le site de la Direction générale de la police nationale. Le peu d'informations qu'on y trouve comparé à la police anglaise est absolument sidérant. Mais vous pouvez avoir des initiatives locales intéressantes. Voilà, police de Versailles s'est mise à Twitter. Alors, le risque de ce point de vue-là, c'est d'avoir une communication qui est une communication unilatérale. Communiquer, c'est diffuser de l'information, mais communiquer, c'est aussi écouter. Et donc là, le risque de la part de la police, c'est de communiquer sans suffisamment écouter. Et là, il y a un enjeu absolument central d'une police qui se met à l'écoute des individus et aussi des territoires. Eh bien, je vous remercie, Jacques de Maillard. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On a eu beaucoup de réactions sur le live, donc c'est super. Je rappelle encore que nous mettrons toutes les références, puisqu'il y en a eu beaucoup, en commentaire sur le live pour que nos auditeurs puissent s'y référer quand ils voudront revoir cet échange. Et puis voilà. Je vous remercie vraiment pour cet échange très riche. Merci à vous. C'était un plaisir. Partagé. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.